Bonjour à tous. Merci à l'Académie de chirurgie de m'avoir invitée pour présenter la robotique et simulation en chirurgie gynécologique, les enjeux de demain. Je m'appelle Phong Lien Tran, je suis gynécologue obstétricienne au CHU Sud Réunion à Saint-Pierre. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer, hormis le fait que je suis une utilisatrice du robot DaVinci X présent dans mon établissement. Je vais tout d'abord vous parler de robotique qui a commencé dans les années 90 avec les premiers robots chirurgicaux. Et le robot DaVinci dont je viens de parler, qui a commencé dans les années 80, en 98 avec des modèles qui ne cessent d'évoluer. Et dernièrement, le DaVinci Single Port qui permet de mettre tous les instruments en un seul monotrocar. Et on va pouvoir entrer une caméra et plusieurs instruments. Il existe d'autres modèles de robots chirurgicaux. On peut notamment citer, par exemple, Hugo de chez Medtronic, qui a l'avantage d'avoir des bras indépendants sur des modules. L'avantage de la chirurgie robotique pour les patientes, c'est des plus petites incisions et notamment, par exemple, pour ces patients qui présentent des gros fibromes. Avant, on faisait des laparotomies en systématique et maintenant, on va pouvoir réaliser des chirurgies mini-invasives avec de toutes petites incisions. Donc là, on est en train de réaliser la myomectomie. On voit la précision des instruments, peu de saignement, une suture assez rapide en plusieurs plans qui est possible et assurant ainsi la, la sécurité du mur postérieur et l'extraction de la pièce par l'orifice ombilical. Pour la patiente, seulement quelques petits trous de célioscopie. Avec le robot Single Port, on va même pouvoir passer à une seule incision et voire même certaines équipes utilisent le robot par voie vaginale maintenant et ainsi il n'y a plus du tout de cicatrices sur le ventre. Voici une vidéo tournée en Chine par une chirurgie Venote par voie vaginale. On va passer un peu plus vite. Le robot a été introduit par ce trocar vaginal pour réaliser une hystérectomie totale interovarienne. Et on voit sur cette vidéo l'utérus à droite avec les ovaires sur la gauche, la coagulation, section du ligament utéro-ovarien. Et la voie Venote est de plus en plus utilisée pour les chirurgies bénignes en gynécologie. Mais sa sécurité reste encore à démontrer pour les cancers, même si de nombreuses études commencent à sortir sur sa sécurité, notamment par exemple pour le cancer du col à des stades précoces. On peut aussi utiliser le robot dans la chirurgie sénologique, par exemple cette vidéo qui a été tournée en Inde pour une mastectomie prophylactique, où on va pouvoir décoller la glande mammaire du muscle pectoral. La pièce va pouvoir être sortie par une incision dans le prolongement du creux axillaire et on va même pouvoir réaliser une reconstruction par lambeau de grand dorsal. En haut, vous avez la peau et on va progressivement décoller la graisse du muscle grand dorsal, décoller la partie inférieure du muscle grand dorsal jusqu'à ce qu'il ne tienne plus que par son tendon scapulaire. Pardon, excusez-moi. Et on va pouvoir basculer ce lambeau dans la loge de mastectomie. La patiente n'a qu'une incision dans le creux axillaire de 4-5 cm, pas de cicatrice dans le dos et avec un résultat esthétique qui est tout à fait satisfaisant. La chirurgie robotique permet aussi de diminuer les pertes de sang, permet aussi de diminuer le séjour à l'hôpital, puisque les patientes ont moins de cicatrices, moins de douleurs post-opératoires. On peut même proposer de la chirurgie ambulatoire. Les avantages pour le chirurgien sont aussi nombreux. On a des instruments qui sont miniaturisés, une précision accrue, notamment avec une suture, par exemple, après une hystérectomie pour une suture vaginale. On va pouvoir reproduire les mêmes gestes qu'en laparotomie, si bien que même un jeune interne peut réaliser une suture vaginale assez facilement et rapidement, alors qu'en cœlioscopie, cela prend plus de temps pour apprendre.
La chirurgie robotique permet aussi une vision 3D avec une immersion totale dans le ventre, comme des casques de réalité virtuelle et la qualité des images est très bonne. On a aussi une stabilité, des images qui fait que quand on a, pris l'habitude de cette stabilité, on a, plus facilement la nausée maintenant en chirurgie cœlioscopie. Mais en tout cas, les nouvelles colonnes cystoscopies permettent maintenant une bonne qualité d'image. On peut aussi y intégrer la 3D avec des lunettes spéciales comme au cinéma, comme le montre notre chef de service, le professeur Bouquerou, sur cette vidéo. Sur le robot, il y a aussi la vision en fluorescence, le mode Firefly, qui permet par exemple chez cette patiente qui doit bénéficier pardon, d'une hystérectomie avec ganglion sentinelle pour un cancer de l'endomètre. On va pouvoir injecter du verre d'indocyanine au niveau du col de l'utérus et il va remonter les longs des lymphatiques. Et avec le mode Firefly, nous allons pouvoir repérer ces ganglions sentinelles et les retirer. Là, on voit le ganglion sentinelle en regard des vaisseaux iliaques externes. L'artère et la veine iliaque que l'on voit en dessous avec ici les vaisseaux lymphatiques et le ganglion qu'on va pouvoir retirer. Cette fluorescence est maintenant présente sur certaines colonnes de cœlioscopie. Des études ont montré que la chirurgie gynécologique pouvait induire des troubles musculo-squelettiques tels que le syndrome du canal carpien, des épicondylites, des tensions au niveau du cou, syndrome du pronateur, des tendinites au niveau de l'épaule, du poignet et des doigts à ressaut, etc. Et ces troubles musculo-squelettiques peuvent survenir jusqu'à 100% des chirurgies par laparoscopie ou par laparotomie, alors qu'ils peuvent être réduits à 23% pour la chirurgie robotique. On l'a dit tout à l'heure avec la féminisation de notre profession. On a de plus en plus de femmes chirurgiens et notamment des femmes qui peuvent potentiellement être enceintes et réaliser une cystoscopie avec un ventre, c'est plus compliqué que d'être assis à une console de robot. Bientôt, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir combiner nos images, nos données d'imagerie à nos données en paire opératoire et on va pouvoir voir en temps réel la position, par exemple, des fibromes, parce que des fois, quand on est en intra-abdominal, c'est difficile de voir, on ne voit pas forcément les fibromes bomber sous la séreuse et on va ainsi pouvoir visualiser les fibromes et savoir où inciser. Cette intelligence artificielle va pouvoir analyser nos données, enregistrer des interventions et pouvoir, à terme, à force de reproduction, à force de répétition, les reproduire elle-même. Comme en août 2024, ce robot qui a réalisé lui-même une intervention chirurgicale tout seul, une extraction dentaire. Et on peut très bien imaginer que d'ici quelques années, les robots pourront très bien nous imiter pour réaliser des hystérectomies. Grâce aussi aux connexions internet, on va pouvoir réaliser aussi des interventions à distance, comme cela a été fait en 2001 où le chirurgien Jacques Marescot avait, opéré depuis New York une patiente qui était, en France, à Strasbourg. Elle avait bénéficié d'une cholécystectomie. Sans même réaliser forcément une intervention chirurgicale complète à distance, on peut, avoir aussi une connexion pour permettre de, partager nos données opératoires avec, des collègues à distance. C'est d'autant plus intéressant quand on est à La Réunion et si loin de vous. On va pouvoir, demander un avis consultatif à un de nos collègues pour, qu'il nous guide sur, différentes interventions chirurgicales. Mais les inconvénients de la chirurgie robotique, c'est son prix avec, des pinces à usage limité et donc chaque utilisation a un coût avec aussi du matériel, comme des housses, de bras qui sont à usage unique, ce qui peut, augmenter la facture d'une hystérectomie à quasiment 1 300 €, quand on réalise une hystérectomie pour, de la carcinologie avec des curages pelviens. Donc, de nombreuses études s'intéressent à réduire le coût des pratiques robotiques pour en améliorer l'accessibilité. Pour la chirurgie robotique, il y a de nombreuses pédales pour la bipolaire, monopolaire, contrôle de la caméra, etc. Donc, il faut une formation pour pouvoir utiliser le robot en toute sécurité.
Il existe, des doubles consoles au bloc opératoire, un peu à l'instar des voitures, de l'auto-école où il y a le chirurgien senior qui va pouvoir reprendre les commandes à tout moment du docteur junior et le guider pas à pas. Mais sans même parler d'une immersion au bloc opératoire sur une patiente, réelle, il est nécessaire de réaliser de la simulation, pour répondre au rapport de l'HAS en 2012, qui aimerait que la première fois ne soit jamais sur le patient. Il existe de nombreux outils pédagogiques pour l'apprentissage. Comme on a tous été formés, la méthode de la démonstration où on observe, on imite. Mais actuellement, je suis en train de passer le DU de pédagogie et on nous parle de méthode de la découverte où il faut laisser à l'apprenant la possibilité de tâtonner, de faire des essais-erreurs successifs pour qu'il puisse transformer chaque erreur en opportunité. Mais on comprend très bien que sur, une patiente, réelle, vivante, il est impossible de laisser les apprenants, découvrir par tâtons. D'où l'importance de la simulation où on peut effectivement laisser les apprenants, faire, ce tâtonnement. Pourquoi est-ce important de réaliser de la simulation? Parce qu'avec, l'essor des technologies actuelles, une de mes collègues va en parler tout à l'heure, l'IFU, la radiofréquence, on a une diminution des opportunités opératoires. On a aussi une désescalade thérapeutique qui fait, qu'on a de moins en moins d'indications de curage, par exemple. Le syndicat des internes a demandé à ce qu'on réduise leur temps de travail, respect des repos de sécurité, et cetera, les formations universitaires, personnelles et on a une augmentation du nombre d'apprenants, comme on peut le voir sur, cette, salle de staff, en début de semestre. Il existe de nombreux modèles pour, apprendre, pour, faire de la simulation. Il existe par exemple des simulateurs, numériques qui permettent, d'apprendre à faire de la préhension ou, des coagulations-sections avec l'utilisation des pédales ou des sutures. Ces mêmes, simulateurs numériques existent aussi pour la cœlioscopie. Cela coûte cher à l'achat, mais ensuite on peut reproduire ces exercices à l'infini. Il y a aussi des simulateurs procéduraux de base. En gros, ça veut dire, les fruits qui traînent, dans l'office et qui sont périmés, mais qu'on va pouvoir, suturer par, laparotomie ou par, cœlioscopie ou par, chirurgie robotique. On peut intégrer ces différents exercices au sein de boîtes de laparotraîneur, par exemple. Ce sont, des boîtes qui simulent un ventre humain et si, cela coûte cher pour, acheter un laparo-trainer, on peut aussi en fabriquer un soi-même. Pour ça, il faut, avoir un chef de service, suffisamment compliant pour nous prêter son ventre et ensuite on peut fabriquer, un modèle en résine. On peut même rajouter un petit peu de bleu pour donner un peu de couleur à notre laparo-trainer et comme Iron Man, on a fabriqué un laparo-trainer. Ces différents modèles, que ce soit le simulateur, numérique ou, le simulateur, procédural de base, va permettre d'augmenter la précision et la performance des docteurs juniors, diminuer leurs erreurs, puisqu'ils vont pouvoir répéter les exercices à l'infini et la répétition est la clé de tout apprentissage. Même chez les médecins seniors, il y aura un avantage puisqu'ils vont permettre de diminuer leur, temps, opératoire. Tout cela pour la sécurité des patients. Le modèle animal qui se rapproche le plus de l'humain est, le cochon. On va pouvoir réaliser, des néphrectomies, des curages, mais par contre son utérus est plutôt de forme tubulée donc pour, les exercices type, hystéroscopie, on va pouvoir utiliser par exemple, l'utérus de vache. Ces modèles animaux coûtent cher, ça peut coûter 1 000 à 2 000 € par jour. Il faut, respecter, des valeurs éthiques importantes et il faut aussi, des gens formés à l'anesthésie vétérinaire. Les sujets cadavériques sont intéressants pour, mieux comprendre l'anatomie, mais, on a seulement en France 2 500 à 3 000 dons du corps à la science par an, et le sujet cadavérique n'est pas aussi bon que la simulation animale pour appréhender les problèmes hémorragiques et la vitalité des tissus. Donc il a été, mis en place des sujets reperfusés, les SimLife, à haute fidélité avec, la possibilité d'une revascularisation et d'une reperfusion qui permettent, de mimer la turgescence veineuse et la circulation artérielle pulsatile.
Bientôt aussi, on va pouvoir réaliser des clones virtuels du patient en intégrant ces données d'imagerie. Et par exemple, en cas de chirurgie complexe, on va pouvoir se projeter à l'avance et savoir, par exemple, si on clipe tel vaisseau, quelle zone va être dévascularisée et pouvoir se préparer mentalement à une procédure chirurgicale compliquée. La simulation va permettre d'évaluer des compétences techniques, mais aussi des compétences non techniques. Les compétences techniques vont pouvoir être évaluées au travers de grilles d'évaluation objectives structurées, comme cette grille pour les hystéroscopies, où l'apprenant va devoir euh, garder sa caméra droite, etc. Et il y a aussi une échelle d'évaluation globale sur la fluidité du geste, le temps opératoire. Concernant les compétences non techniques, ça va permettre de voir si, l'apprenant est capable d'analyser les situations, d'interpréter, de réagir à des situations de stress et d'urgence, voir la communication avec les infirmières, prise de décision, l'aptitude à gérer les imprévus et notamment, cet externe avec qui on vient de passer 30 minutes dans notre bureau à expliquer comment s'habiller en stérile et on lui met un petit coup de stress au bloc en lui disant de se dépêcher de s'habiller avant, s'il veut voir, la fin de l'intervention et il met, son essuie-main sur la table de bloc stérile, il oublie de mettre ses gants au moment de s'habiller et bien qu'ils sachent qu'ils ne doivent, pas ramasser les choses par terre, voilà, dans le stress de l'intervention, il va réaliser des erreurs et donc les compétences non techniques vont être évaluées, et sont de plus en plus utilisées, notamment, en chirurgie robotique pour, des situations de laparoconversion en urgence, des, simulations, à échelle réelle. La Société de chirurgie gynécologique et pelvienne organise chaque année des junior masterclass pour permettre aux internes de bénéficier de ces différentes simulations. Et notamment, la dernière session à Lyon a permis aux internes de réaliser des exercices sur l'appareau-traîneur, des exercices de suture, la chirurgie robotique avec des simulations numériques et l'apprentissage au docking, des dissections sur sujet cadavérique, des hystéroscopies de concombres et de cœur de volaille. Et la SCGP aide aussi les jeunes, chefs de clinique et assistants, à réaliser de la chirurgie robotique grâce à ce curriculum robotique où, ils vont pouvoir, bénéficier de bases théoriques avec des journées, de formation ainsi que des journées de formation à l'IRCAD avec des formations sur, sujet reperfusé et sur, sujet animal. Et à la fin, les apprenants devront soumettre un logbook avec, un film non monté d'une hystérectomie robot assistée. En conclusion, la chirurgie robotique va permettre d'augmenter les indications de mini-invasifs au bénéfice de la patiente, va permettre d'augmenter le confort du chirurgien et dont l'enjeu est de diminuer les coûts dans le futur pour améliorer son accessibilité. La simulation est importante pour que la première fois ne soit jamais sur le patient et grâce, au modèle SimLife qui est très fidèle, au sujet, au patient humain, on va pouvoir, évaluer des compétences techniques et non techniques. L'objectif est d'améliorer les performances, des chirurgiens pour la sécurité des patients et bientôt, grâce à l'ajout de l'intelligence, artificielle, les robots pourront, bientôt, opérer à notre place et communiquer entre eux. Je vous remercie pour votre attention. Alors, avant de passer la parole à Philippe pour la modération et l'appel à questions, je voudrais vraiment vous féliciter. Vous nous avez montré des choses formidables en technicité, des belles vidéos, et j'ai apprécié que vous abordiez d'autres problèmes qui vont concerner la chirurgie de demain. Vous avez parlé de la place des femmes, la difficulté quand elles sont enceintes d'opérer par rapport à la table d'intervention dans les cœlioscopies. Vous avez évoqué le problème de la diminution des actes opératoires. On fait de la désescalade, on opère moins, il faut former beaucoup de chirurgiens. Ça va être un problème. Vous avez parlé des problèmes économiques aussi, avec des actes qui sont très chers, une France qui va pas bien. Donc merci d'avoir abordé tout ça en même temps. Et je pense que vous aurez des questions tout à l'heure sur votre vision de notre discipline dans le futur avec tous ces problèmes-là que vous évoquez. En tous les cas, bravo. Merci Carole, je m'associe aux louanges et merci Fuang pour cette excellente présentation, vraiment excellente. Et merci d'avoir respecté le timing. Alors, on a la place pour quelques questions. Est-ce que vous avez des questions à poser à notre jeune collègue?
que ce soit sur le côté technique du robot, le côté simulation, les perspectives sociétales que tu viens de citer, Carole, Albert Claude. Oui, je voulais m'associer aux félicitations, bien sûr, présentation très large et complète. En même temps, vous auriez peut-être, vous avez maintenant un formidable rapport de l'Académie nationale de chirurgie, issu des rencontres internationales de la chirurgie francophone du mois d'octobre dernier, qui a fait le point avec l'ensemble des écoles de chirurgie françaises sur les formations pratiques des opérateurs avec l'ensemble des systèmes, une analyse précise, analytique et en même temps critique des différentes formes de simulation, aussi bien la simulation synthétique sur des modèles animaux ou humains-like, comme SimLife. Donc, ce capital, l'Académie de chirurgie le met à la disposition de toutes les sociétés savantes. Et je pense que les collègues, les jeunes chirurgiens gynécologiques, ont participé d'ailleurs en exprimant très bien leurs demandes concernant les systèmes de formation auxquels ils souhaitent être affrontés. Voilà. Oui, bon, ben voilà, je m'associe aussi, bien entendu, à votre présentation. Juste une petite remarque, je veux dire, vous avez cité et montré des vidéos interventionnelles, enfin d'intervention, et je veux dire, on a tout ça en France, hein. Je veux dire, tout ce que vous avez montré en Chine, etc. Je veux dire, je pense à Marion Cotet qui est au HCL, qui fait le sein régulièrement depuis plusieurs années, les voies endovaginales qui sont faites, des transplantations à Toulouse par voie endovaginale, rénale, etc. Je veux dire, il y a toute une activité très avancée et imaginative en France qu'on peut donner comme iconographie et pas forcément aller chercher chez nos voisins lointains, même s'ils sont très imaginatifs aussi, hein. Merci beaucoup pour ces deux remarques. Hubert, une question ou une remarque? Puis ensuite, on va devoir enchaîner. Oui, d'abord des félicitations pour votre communication. Moi, je voulais vous poser deux questions. Est-ce que vous avez une école de chirurgie à La Réunion? Parce qu'actuellement, donc, l'Académie travaille sur l'organisation des écoles de chirurgie, les moyens, de manière à ce qu'elles soient pérennes et qu'il y ait une organisation territoriale. Donc ça, c'est une première question. Et une deuxième question, vous disposez d'un robot Da Vinci et vous nous avez parlé du One, comment on appelle ça? Non, non, pas du Go, du One Port. OnePort. Est-ce que vous avez commencé le OnePort et est-ce que ça a été compliqué pour vous qui utilisiez déjà le Da Vinci de passer au OnePort? Alors pour répondre à la première question, on n'a pas actuellement d'école de chirurgie, mais on va bientôt, c'est prévu dans les prochaines années d'ouvrir le plus grand centre de simulation de l'océan Indien, qui va permettre de former, aussi bien les collègues réunionnais, mais aussi, Maurice, les Seychelles, avec, de la simulation, en tout genre avec, et notamment aussi il y aura une salle de bloc opératoire pour faire, évaluer, ce qu'on a dit les compétences techniques et non techniques. Et malheureusement, je n'ai pas le DaVinci Single Port dans mon établissement. On a seulement le X. On va peut-être bientôt, être, upgradé bientôt, mais en tout cas, je n'ai pas eu l'opportunité de le tester, le Single Port. Merci beaucoup. On va avancer. Il y aura possibilité de poursuivre les échanges ensuite